tous nos pays doivent être dorénavant dirigés par des vrais patriotes, des vrais panafricanistes, des vrais Africains. Vous savez, il y a une information qui a été occultée. Il y a un plan savamment orchestré par les Occidentaux pour remplacer les populations africaines par une race blanche. Nous, Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme, au sens de un homme égal à un homme? La réponse assurément est non. Donc, le problème même du Sahel, c'est un problème de remplacement de la race noire. Je le dis, je le répète, pour que nos présidents qui soutiennent toujours l'Occident puissent se réveiller finalement et savoir que ce n'est pas une guerre juste contre le Mali, ni contre le Niger, ni contre le Burkina, mais plutôt contre toute la race noire. Salut cher ami, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme, au sens de un homme égal à un homme? La réponse assurément est non, au-delà des convenances circonstanciées, pour nous endormir et mieux nous asservir. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme berceau de l'humanité, mais dans la réalité humilié, placé sous contrôle dominé. Des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapine au terrorisme malicieusement fabriquées, entretenues et injectées dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a une seule constante: nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux États-Unis, ici même. L'enjeu a une date relativement rapprochée et non pas une date lointaine, parce que les futurologues se sont toujours un petit peu trompés et autant on peut mesurer des évolutions sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, autant sur 100 ans c'est pas possible. La deuxième chose, c'est de bien identifier ce qu'on a comme certitude et ce qu'on a comme incertitude. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer et on voit très bien par exemple. Ben Laden d'Al-Qaïda. Elle passe par ici, elle repassera par là. Ben Laden, vous l'aurez pas. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Au cœur de l'Afrique, le Congo fut, pendant plus de 3 siècles, une plaque tournante de la traite des esclaves. À la fin du 19e siècle, Léopold II, roi des Belges, se présenta au monde comme l'homme providentiel capable de mettre fin à ces pratiques inhumaines. Mais derrière le grand philanthrope autoproclamé se cachait en réalité un homme d'affaires avide et prédateur. Bien vite, ces méthodes sanglantes d'exploitation furent dénoncées par une communauté internationale forcée à ouvrir les yeux. Lorsque la Belgique reprit en main la colonie en 1908, elle ne parvint pas à mettre un terme au travail forcé. L'autorité coloniale ne semble pas encore prête à se remettre en question. Les Belges sont fiers de leur colonie modèle. Ils y ont construit églises, hôpitaux, écoles et formé de nombreux assistants autochtones. En somme, un État fort et paternaliste conçu pour durer. Milieu des années 30. Les colons continuent à débarquer dans ce qui semble bien être à leurs yeux un nouvel Eldorado. Sur les images de ce temps, on les voit encore heureux, sûrs d'eux-mêmes et de leur destin. Dans les villes, ils ont leur quartier, leur restaurant, leur club. Avec les Noirs, on ne se mélange pas. C'est la règle. Toutefois, ce tableau idyllique est en passe de se fissurer. Les colons ne s'en rendent pas encore compte,
Mais le temps de l'insouciance connaît ses dernières heures. 10 mai 1940, l'Allemagne attaque la Belgique. En 18 jours, l'armée belge est balayée. Le roi, Léopold III, capitule et choisit de demeurer en Belgique occupée. Entre la colonie et la métropole, tous les ponts sont coupés. Au Congo, Pierre Ryckmans est gouverneur général depuis 1934. Seul, face à un choix difficile, il engage le Congo dans l'effort de guerre aux côtés des Alliés. L'armée congolaise est présente sur plusieurs fronts, au Moyen-Orient, en Éthiopie et dans les jungles de Birmanie. En faisant la guerre, les soldats congolais découvrent que les Belges peuvent aussi être battus. Ainsi donc, Boula Matari n'était pas invincible. Son pouvoir n'est plus sans faille. En attendant, c'est toujours lui qui commande. C'est lui qui enrôle les hommes dans les mines et les déplace vers les zones industrielles. Avec les Américains, la Belgique signe un accord secret. Le Congo fournira aux États-Unis plus de 30 000 tonnes d'uranium qui serviront à leur programme nucléaire et permettront la confection des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les Américains obtiendront même l'exclusivité du minerai contre de plantureuses rémunérations à l'Union minière. La victoire des Alliés est fêtée avec ferveur par les métropoles occidentales. Winston Churchill et Charles de Gaulle défilent en triomphe à Bruxelles. Ils passent par la rue des Colonies, à 2 pas du siège de la Générale. Les piliers du vieux pouvoir colonial sont toujours debout. Pourtant, l'heure est à la décolonisation. Les 2 nouvelles puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, encouragent ce mouvement. Non sans arrière-pensée. Car le continent africain offre des perspectives économiques alléchantes pour ces géants en expansion. Au Congo, on hisse encore le drapeau belge. Mais pour combien de temps? L'effort de guerre a fait prendre conscience aux Congolais qu'ils étaient capables d'assumer de nouvelles responsabilités. Au lendemain de la guerre, une génération émergente d'intellectuels congolais s'apprête à prendre la parole. L'un de ses plus brillants représentants est Joseph Kasavubu. Il est originaire du Bas-Congo. Son histoire est emblématique. J'avais fait mes études au séminaire, mais j'ai fini par être écarté du sacerdoce pour cause d'indiscipline intellectuelle. J'ai tout de même fini par me faire engager dans l'administration à Léopoldville. Mais quand j'ai voulu obtenir un terrain pour y construire ma maison, il m'a fallu attendre 3 ans. C'est alors que j'ai fait mon premier discours. J'ai posé une question simple. De quel droit les Blancs pouvaient-ils décider de nous distribuer une terre qui avait toujours appartenu à nos ancêtres? Sourde au bouleversement de fond qui se prépare au Congo, la Belgique tente de se façonner l'image d'une colonie modèle. Elle entend mettre en avant une véritable communauté belgo-congolaise, modèle d'harmonie et de mixité. On filme désormais des Blancs et des Noirs ensemble. Les meilleurs des Noirs, aux yeux des Belges, sont ceux qui cherchent à leur ressembler. On les appelle les évolués. Les plus évolués des évolués peuvent même recevoir une carte d'immatriculation. Mais il leur faut pour cela faire patte blanche. Montrer qu'ils mangent et boivent comme les Blancs, qu'ils vivent comme les Blancs, qu'ils pensent comme les Blancs. Apparemment, la preuve est difficile à fournir. À la veille de l'indépendance, ils seront 217 immatriculés à y être parvenus.
1955, le jeune roi des Belges, Baudouin Ier, visite le Congo. C'est son premier voyage officiel. Un immatriculé va pouvoir l'approcher et même lui parler. Son nom ne dit encore rien à personne. Il s'appelle Patrice Lumumba. À l'époque, j'étais employé des postes. Je voulais vraiment être comme les Blancs, vivre comme eux, devenir leur égal. J'avais obtenu ma carte d'immatriculation, mais à quel prix? J'avais dû passer 2 fois l'examen. Lors de l'inspection, il m'avait demandé si je mangeais avec une fourchette et si mes enfants portaient une culotte. Quand le roi Baudouin nous a rendu visite, je lui ai raconté mon histoire, parce qu'elle était symbolique des évolués. J'attendais beaucoup de cette rencontre. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Costume, réception, dîner. Patrice Lumumba avait payé cher pour en arriver là. En 1956, Lumumba comparaît devant la justice. Il est accusé d'avoir détourné des fonds. Monsieur Lumumba, reconnaissez-vous avoir prélevé de l'argent dans la caisse du bureau postal? J'ai plusieurs fois demandé un prêt qui m'a été refusé. Je suis un immatriculé, monsieur le juge. En tant qu'immatriculé, j'ai l'obligation d'avoir le gaz, l'eau et l'électricité dans ma maison. Mais mon salaire ne me le permet pas. La loi m'oblige à vivre comme un blanc, mais elle ne m'en donne pas les moyens. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur le juge? Patrice Lumumba est condamné à 6 mois de prison. Dans sa cellule, il développe ses idées sur le nationalisme dans le livre « Congo, terre d'avenir ». Ce sera la pierre angulaire de son futur combat politique. Milieu des années 50. Le vieux monde craque. C'est l'heure où les brasiers s'allument. En Indochine, à Cuba, en Égypte, en Algérie. Le mouvement de la décolonisation est en marche. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le tiers-monde se cherche une identité, à l'écart des 2 grandes puissances, la Russie et les États-Unis, mais en jouant aussi sur leur rivalité. En Belgique, de plus en plus d'évolués congolais sont invités à venir visiter la métropole et à y séjourner quelque temps. La plupart découvrent stupéfaits un monde où tous les Blancs ne sont pas administrateurs, patrons ou missionnaires, mais plutôt employés, ouvriers d'usine, manœuvrent sur les chantiers, serveurs dans les restaurants. Ils se retrouvent régulièrement chez les Amis de présence africaine, un lieu où se croisent beaucoup d'intellectuels africains. Senghor, Césaire, Fanon. Des amitiés se nouent, des barrières tombent, des tabous aussi. Les intellectuels belges les plus lucides s'attellent à bâtir de nouvelles relations avec le Congo. Jeff Van Bilsen est l'un des plus actifs d'entre eux. Cet ancien journaliste a travaillé jadis au Congo. Il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du Congo. J'étais convaincu que le système colonial ne pourrait plus durer indéfiniment. C'est ainsi que j'ai élaboré mon plan, le plan de 30 ans. J'y suggérais qu'il fallait créer une élite noire afin qu'elle puisse être intégrée dans les cadres européens. La Belgique ayant jusqu'alors totalement négligé l'enseignement supérieur, pour moi, ce devait être une œuvre de longue haleine. Une 30aine d'années, au moins. Le plan de 30 ans est mal accueilli par les colons, le ministre des colonies, les dirigeants des grandes sociétés. Bref, toute la nomenclatura coloniale freine des 4 fers. Pas question de parler d'indépendance. Du côté congolais, Joseph Kasavubu s'empare de l'idée, mais réagit beaucoup plus fraîchement sur la question du délai. L'indépendance, oui. Mais pourquoi fallait-il attendre 30 ans? Pour frapper les consciences, j'ai réclamé l'indépendance immédiate. Les événements se sont alors enchaînés à une vitesse effrayante. La machine était en marche, plus rien ne pouvait l'arrêter. En quelques mois, une 20aine d'États africains vont bientôt conquérir
leur indépendance. Le Ghana fut le premier. Son président, Kwame Nkrumah, organise dans sa capitale une conférence panafricaine. Il y invite les dirigeants des mouvements de libération africains. Parmi eux, Patrice Lumumba. Le jeune évolué qui voulait être blanc a fait du chemin. Il s'est engagé dans la politique et a rapidement pris la tête du mouvement national congolais. Avec le panafricanisme, il se radicalise. Au Ghana, j'ai pris conscience de la puissance des mouvements nationalistes en Afrique. C'est là que nous avons solennellement annoncé qu'aucun pays africain ne resterait sous domination étrangère après 1960. Dès mon retour à Léo, j'ai pris la parole devant une foule de Congolais. Je leur ai annoncé que l'Afrique était en marche vers son indépendance. J'ai conclu que l'indépendance n'était pas un cadeau, mais un droit. Léopoldville, 4 janvier 1959. Pour contrecarrer la montée en puissance de Lumumba, Kasavubu avait décidé d'organiser un grand meeting. Mais les autorités coloniales l'interdisent. Or, Léopoldville est alors un véritable chaudron, avec ses milliers de chômeurs et de jeunes sans emploi. La foule se rassemble. On crie Dipanda, indépendance. Des manifestants sont arrêtés. La colère monte. Un premier tir des policiers provoque l'escalade. Puis, c'est l'émeute. La force publique du général Janssens cadenasse la ville blanche. Elle entreprend ensuite la reconquête de la cité africaine, quartier par quartier. Il y aura plus de 200 morts. En Belgique, l'opinion est sous le choc. On réalise que l'on ne savait pas jusque-là ce que pensaient les Congolais. On craint la guerre civile, mais on se divise sur la réponse à apporter aux émeutes. Une semaine plus tard, le roi des Belges prend la parole. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Ce sera donc l'indépendance, mais avec les atermoiements pour commencer et la précipitation pour finir. Rien n'a été prévu pour assurer la transition. Aucun plan, aucun calendrier. Alors on tergiverse. L'administration coloniale fait de la résistance. De leur côté, les milieux d'affaires sont déterminés à ne pas céder le terrain. D'autant plus que la bourse donne des signes d'impatience. Au Parlement, les députés siègent sans discontinuer. La majorité pense qu'il faut en finir. On décide de mettre en place une vaste négociation, la table ronde. Les travaux commencent le 20 janvier. Et c'est aussitôt le coup de théâtre. Les Congolais, malgré tout ce qui les divise, constituent un front commun dont la force de frappe va se révéler terriblement efficace. Dès le premier jour de la conférence, j'ai publiquement regretté que Lumumba, qui avait été condamné pour trouble à l'ordre public, se trouvait toujours en prison. J'ai réclamé sa libération, alors que ce n'était pas un ami. Mais le front commun n'avait de sens que si tous les leaders congolais étaient là. Puis, nous avons exigé avant toute négociation qu'une date ferme et irrévocable soit fixée pour l'indépendance. Le 30 juin 1960. Nous l'avons obtenu, avant même l'arrivée de Lumumba. En marge de la table ronde, on parle d'argent, de capitaux et de finances. Mais le Congo sort de la négociation dépouillé. Le futur État sera, dès le départ, couvert de dettes. Les élections législatives, les premières dans l'histoire du Congo, ont lieu au mois de mai. Les élections consacrent dans tout le pays
la victoire de Lumumba qui devient Premier ministre. Joseph Kasavubu est élu président. Comme on dit au Congo, il n'y a pas place pour deux hommes sur la peau du léopard. Lumumba et Kasavubu vont bien vite s'en rendre compte. « 30 juin 1960. La veille, Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu sont venus accueillir le roi à sa descente de l'avion. Poignée de main, sourire, mais l'ambiance est tendue. J'avais lu le discours que le roi s'apprêtait à prononcer. Il nous parlait comme à des enfants, à qui on va faire un cadeau, en espérant qu'ils sauront s'en montrer dignes. C'était d'une incroyable arrogance. Certains de mes amis me disaient qu'il fallait que je réagisse. D'autres me conseillaient plutôt de me taire. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je ne savais pas quelle attitude adopter. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. À la dernière minute, je me suis résolu à me faire entendre. Le Congo était resté muet trop longtemps. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ni les Congolais d'une de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive les Congos indépendants et souverains. L'ivresse de l'indépendance va durer 3 jours. Le temps de se dégriser et de voir les choses en face. Tout a changé, mais rien n'a changé. Les attentes de la population sont immenses. Et Lumumba personnifie mieux que quiconque ses espoirs de changement. Le jour de l'indépendance, j'étais heureux, bien sûr. Mais je n'étais pas euphorique. Je pensais d'abord à l'avenir. Je savais que le défi était immense. L'administration, l'économie, tout était encore aux mains des Belges. Tout était à faire. Je crois qu'au fond de lui-même, le président Kasavubu était aussi inquiet que moi. Kassa et moi, nous avions voulu cette indépendance et le pouvoir qui allait avec. Nous n'avions pas imaginé dans nos rêves les plus fous que nous l'aurions si vite. L'armée s'appelle toujours la force publique. Elle est toujours commandée par les Belges. Tous les officiers sont belges. Pas un seul Congolais. Quatre jours après l'indépendance, pour marquer sa désapprobation, l'armée se met en grève. La mutinerie se répand à toute vitesse. Les soldats vont piller, frapper, violer, tuer parfois. Congolais, Congolaises, la situation est grave. Les ennemis de notre indépendance ont provoqué partout des troubles. Ils ont créé un malaise dans l'armée.
Nous devons tous, comme des frères, lutter contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Des sanctions seront prises contre les fauteurs de troubles. Congolais, Congolaises, c'est l'indépendance de la République qui est en jeu. Je parle avec Kassa, nous allons sur le terrain, nous essayons de calmer les troupes. Nous faisons des promesses. Nous nommons des officiers congolais, nous rappelons des anciens. Je me souviens que Joseph Mobutu, un de mes fidèles, a été sergent dans la force publique. Nous le bombardons colonel et chef d'état-major. Trop tard. Sans armée, le pays se décompose. Les Belges s'en vont. Ils fuient par dizaines de milliers. Les Belges assuraient la continuité de l'État. L'administration se vide de ses fonctionnaires. Tout s'arrête. L'État est en train de s'écrouler. Au Katanga, l'homme fort de la région, Moïse Tshombe, avec l'appui des milieux d'affaires occidentaux et des dirigeants de l'Union minière, profite de l'occasion pour proclamer l'indépendance de sa province. Et le Kasaï s'apprête à faire sécession. Le Katanga et le Kasaï, les provinces les plus riches de la République. À peine né, le Congo est déjà menacé. Nous avions besoin d'aide et je savais que je ne pouvais rien attendre de la Belgique. J'ai donc essayé tous les leviers. Les États-Unis, l'ONU, mais personne ne bougeait. J'ai donc décidé de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique et de contacter Khrouchtchev. Je sollicitais l'intervention de l'Union soviétique parce que le camp occidental ne voulait pas mettre fin à l'acte d'agression contre la souveraineté de la République du Congo. L'ONU va finalement envoyer des troupes au Congo, pour s'interposer seulement, pas pour combattre les sécessions. Les premiers casques bleus débarquent le 14 juillet. L'ONU au Congo, 2 semaines après l'indépendance. L'avenir du pays semble bien incertain. Sans l'aide de l'étranger, nous n'avions plus le choix. Lumumba a décidé alors d'envoyer l'armée sur les 2 fronts, Kasaï et Katanga. Mais l'expédition au Kasaï allait lui coûter très cher. L'armée massacra des milliers de civils à Bakwanga. Une tache de sang indélébile sur le drapeau du Congo indépendant. J'étais responsable de ce désastre. J'étais éclaboussé de ce sang. Mes jours étaient désormais comptés. Je le savais. Je le sentais. Et Kasavubu aussi, sans doute. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba. Il a cru me limoger d'une phrase. Qui lui avait dicté son texte? J'avais des ennemis partout, à Bruxelles et à Washington, dans toutes les provinces, partout, jusque dans mon gouvernement. La Belgique me vouait une haine inexpiable. J'étais le diable, le communiste. J'étais le colonisé ingrat. Je n'allais pas me laisser faire. La guerre du pouvoir a commencé. Kasavubu, en croyant prendre la main, la laisse en fait à Mobutu. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Joseph Désiré Mobutu, le disciple de Lumumba, nommé par celui-ci secrétaire d'État, colonel, chef d'état-major. Mobutu sera le Judas de son mentor. Il fait encercler la résidence de Lumumba par l'armée congolaise. Et l'ONU assigne l'ex-premier ministre à résidence. Retenu pendant plusieurs semaines, je n'ai plus qu'une idée en tête.
m'échapper et repartir au combat. Je ne vois plus qu'une issue. Aller jusqu'à Stanleyville, rassembler mon peuple, libérer ma patrie. Le 27 novembre, dissimulé dans une voiture banale, je trompe la vigilance des soldats qui gardent ma résidence et je m'enfuis. 5 jours plus tard, le jeudi 1er décembre, la chasse est déjà finie. Lumumba est rattrapé et ramené à Léo comme un trophée. Les Américains sont depuis quelque temps convaincus que l'instabilité du Congo risquerait de profiter au bloc communiste. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo, thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Kasavubu, Mobutu, les Belges, les Américains, tous semblent désormais d'accord pour que Lumumba quitte définitivement la scène. Pour ne pas tremper leurs mains dans son sang, ils décident de l'expédier au Katanga, dans le camp ennemi. Le 17 janvier 1961, arrivé à destination, Lumumba sera torturé, puis fusillé et son corps sera dissous. En me faisant disparaître, ils voulaient m'effacer de la mémoire du monde. C'est leur plus lourde erreur. Grâce à eux, je serai dans tous les livres d'histoire. Ce 17 janvier 1961, j'entre tout droit dans la légende des siècles. La mort de Lumumba ne règle pas grand-chose. Sans lui, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de danger communiste, mais tout reste à reconstruire. Et face au vide, le chaos menace. Pour rétablir l'ordre, l'ONU décide d'envoyer ses troupes au combat et de mettre fin à la sécession du Katanga. La Belgique est dans une position inconfortable, car elle veut protéger ses intérêts dans la région. Ce sont des officiers belges qui encadrent la gendarmerie katangaise, ainsi que des mercenaires que l'on appelle les affreux. Des aventuriers de tout poil. Des Belges encore, des Français, des Sud-Africains. La sécession prend fin 2 ans après la mort de Lumumba. Les mercenaires sont défaits par l'ONU et évacués en Europe. L'année suivante, le sang recommence à couler. Après les sécessions, les rébellions, au Kwilu et au Kivu. Des mouvements populaires qui revendiquent une deuxième indépendance, une répartition plus juste des richesses et du pouvoir politique. En moins de 3 mois, les rebelles conquièrent la moitié du pays. Mais leur organisation se détériore. Les exécutions, les massacres, les assassinats sporadiques se multiplient. Puis ils prennent des Européens en otage, des Belges pour la plupart. Très vite, Bruxelles réagit. Les para-belges sautent sur Stanleyville en novembre 1964. C'est le commencement de la fin pour les rébellions. Il y aura encore des soubresauts jusqu'en 1967. Un certain Laurent Désiré Kabila fera là ses premières armes
aux côtés d'une grande figure de la Révolution, Che Guevara, qui dira de lui: de tous les combattants congolais que j'ai pu rencontrer, Kabila est le seul à avoir un cerveau clair, une capacité de raisonnement, une personnalité de dirigeant. Mais de Kabila, on en reparlera beaucoup plus tard. La guerre a fait le jeu de l'armée et de son chef tout-puissant, le colonel Mobutu. Le colonel est devenu général. Il attend son heure avec la patience du serpent. Et son heure va bientôt sonner. Le 24 novembre 1965, Mobutu va déposer paisiblement Kasavubu. Un coup d'État en douce. Le président fera ses valises et regagnera son village natal dans le Bas-Congo. Un nouveau chapitre de l'histoire du Congo peut commencer. Léopoldville s'appelle maintenant officiellement Kinshasa. La capitale a retrouvé son ancien nom. Mobutu ne néglige rien pour se poser en grand nationaliste. Début 1967, Mobutu crée le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Il organise un défilé à Kinshasa et il convoque Lumumba à ce défilé. C'est bien joué. L'art de gouverner est aussi l'art d'oublier. Et voilà ensuite qu'il essaie de capter un autre héritage, l'héritage colonial. En devenant l'ami, le frère du roi des Belges, il devient lui-même l'héritier de Léopold II, l'héritier du roi fondateur. Avec Mobutu, un régime prédateur, un de plus, s'apprête à voir le jour. Le contexte était favorable. Mobutu était un fin calculateur. Il allait toujours essayer de ménager les deux, l'intérieur et l'extérieur. Et cette fois, il allait rester au pouvoir. Pas 3 mois, pas 6 mois, pas 10 ans, 32 ans. L'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, Mobutu avait fait place nette. Il a établi son pouvoir sur la violence. 6 mois après son coup d'État, il faisait pendre 4 politiciens accusés de complot devant une foule immense. Les élites qui s'étaient battues pour l'indépendance, dont je faisais partie, étaient toutes reléguées au second plan. À l'extérieur, Mobutu joua d'abord la carte occidentale. Mais il gardait plein d'atouts dans ses manches. Il apprenait vite, un vrai caméléon. L'Amérique restait son socle. Il allait faire toutes les volontés de Washington, en Afrique et au Proche-Orient. Carter, Reagan, Bush, tous l'ont accueilli en ami. C'est l'heure glorieuse de Mobutu, l'apogée du Congo indépendant. La paix civile, les affaires, les grands travaux. Le cours du cuivre est florissant. L'argent rentre dans les caisses de l'État. Rares sont les personnalités congolaises qui osent encore critiquer le chef de l'État. J'ai lu quelque part qu'on vous appelait, monsieur le cardinal, le censeur du régime. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas encore entendu parler de cela. C'est la première fois que j'entends dire que je suis le censeur du régime. Je n'ai pas encore entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je ne sais pas exactement. Le cardinal Joseph Malula, archevêque de Kinshasa, est de cela. Il paiera ses prises de position par une mise en exil en 1972. Début des années 70, Mobutu n'était plus le même. C'était étrange, un mélange d'ivresse et de frustration. Mobutu va vouloir tout balayer.
Tout effacer, tout réécrire. Il fallait tout supprimer et tout réinventer. Mobutu a appelé ça l'authenticité. Il inventait le Zaïre et faisait jouer la zaïroise. Le Zaïre existe. Une lueur d'espoir pour la population. Les Zaïrois aux quatre coins de cet immense pays semblent s'y reconnaître. Kinshasa organise le championnat du monde de boxe des poids lourds. Mohamed Ali, George Foreman. La victoire d'Ali est celle du Zaïre nouveau. Tout cela était vrai. Mais tout cela faisait illusion. Le Zaïre était un peuple. Mais le Zaïre n'était pas un État. L'administration, les services publics étaient les grands oubliés du mobutisme. L'État était un énorme parasite qui vivait au détriment de la société. Il n'organisait presque rien, sauf la corruption. On était dans un système embrouillé dont Mobutu était le centre, mais où le pouvoir était émietté et dans lequel la population congolaise était la grande oubliée. Actuellement, je suis privé de tout. C'est-à-dire, je n'ai même pas un sou en poche. La vie devient intenable parce que le salaire qu'on nous donne ne nous permet pas d'acheter, par exemple, de vivre, par exemple, pour toute une famille. Vivre avec ce salaire pendant tout un mois, c'est impossible. À la tête d'un pays richissime et dès lors objet de toutes les convoitises, Mobutu fait jouer les rivalités des uns et des autres. Il attise la compétition entre la Belgique, l'ancienne métropole encore économiquement active, et la France, bien implantée dans la région depuis la conférence de Berlin de 1885. Mobutu profite aussi de la position stratégique du Congo en Afrique pour se présenter comme un rempart incontournable à la menace communiste sur le continent. Ces habiles manœuvres permettent au dictateur d'être peu inquiété pendant plus d'une décennie. En 1980, un texte, la lettre ouverte aux citoyens présidents fondateurs, signée par 13 personnalités politiques, va faire naître une lueur d'espoir pour ceux qui, à l'intérieur du pays, espèrent le changement. 51 pages. Un réquisitoire minutieux du régime. C'est la première faille au sommet, le premier écho à la révolte silencieuse de la société. Les 13 vont même fonder un parti. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un deuxième parti au pays du parti unique. Mobutu enrage. Il punit les impies. Mais il doit vite lâcher du lest. Vive les guides! Vive le président! Vive les Zaïre! Vive le président! Le Zaïre est maintenant sous contrôle financier international. Comme dans d'autres pays d'Afrique, le FMI et la Banque mondiale imposent au Congo des plans d'ajustement économique très contraignants et dévastateurs pour la population. Mobutu comprend qu'il ne lui reste plus grand-chose comme marge de manœuvre.
Mobutu n'aura donc plus qu'une obsession. Durer. Tenir. Le vent commençait à tourner dans le monde. Le communisme allait s'effondrer. Mobutu sentait qu'il ne pouvait plus compter sur le soutien aveugle de l'Occident. Alors il anticipa. Il décida d'organiser lui-même la démocratisation du régime. Le 24 avril 1990, il faisait des adieux larmoyants à son cher parti unique. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Le Zaïre est maintenant au fond du gouffre. Le peuple n'en peut plus. Il n'y a plus de coopération, plus d'assistance financière. Moi je ne parle pas, je sais. Le 23 septembre 1991, comme une meute affamée, la troupe sort de ses casernes à Kinshasa et se livre au pillage. Puis c'est au tour de la foule, à Kinshasa et dans d'autres villes, pendant des jours. Les émeutiers s'en prennent à tous les symboles de l'aliénation zaïroise. Ce qu'ils détruisent, ce sont leurs illusions perdues. Pendant 7 ans, Mobutu s'efforce à faire durer son régime aussi longtemps que lui. Il est malade, gravement malade. Le Zaïre est moribond. Mais il ne suffit pas de discours pour l'achever. Il faut la guerre. Et la guerre va s'allumer au Kivu, aux frontières du Rwanda. Le Rwanda, qui sort du génocide, veut traquer les milices génocidaires réfugiées au Kivu. Et accessoirement, faire main basse sur les richesses minières de la province. L'or, le diamant, le cuivre, le coltan, ces gisements inépuisables, depuis toujours objet de toutes les convoitises. L'histoire ne cesse de se répéter. Pour détrôner Mobutu, les Rwandais choisissent d'appuyer Laurent Désiré Kabila, le vieux maquisard retraité qui reprend du service politique après des années de trafic en tout genre. Kabila vole de victoire en victoire, avec ses Kadogo, adolescents soldats, en première ligne pour les caméras. La reconquête va durer 6 mois. Nous voulons vraiment mettre fin pour Mobutu. Nous allons les tuer. Le 16 mai 1997, Mobutu fuit le Zaïre. Le lendemain, les Kadogo entrent dans Kinshasa et Kabila se proclame président de la République démocratique du Congo. La joie immense. On était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Mobutu va bientôt mourir, au Maroc, en 1997. On n'aura même pas une image de son enterrement. 32 ans d'histoire du Congo, et rien.
comme si Mobutu n'avait jamais existé. Comme si son pays n'avait été que néant. Et puis, c'est un nouveau coup de théâtre qui secoue le pays. Une nouvelle poussée de violence. Très vite, Kabila trouve ses protecteurs trop encombrants. L'allié, que le Rwanda aurait espéré docile, s'avère plus imprévisible que prévu. 1 an après sa prise de pouvoir, Kabila congédie les soldats rwandais. L'ami devient aussitôt ennemi. Le Rwanda va même devenir, pour des années, le pire ennemi du Congo. La guerre sera terrible. Elle va s'internationaliser. Des villages entiers vont être décimés, dans la folie et l'horreur. Pas moins de 6 pays vont se combattre dans la région, et des mouvements rebelles vont s'implanter durablement dans l'Est. Tandis que les actions des grandes multinationales minières s'envolent, le Congo est pillé, saigné jusqu'à la dernière goutte. Une ONG, l'International Rescue Committee, estime que cette guerre sanglante aurait pu coûter la vie à près de 4 millions d'individus. En plein milieu de cette guerre meurtrière et sale, il y a un coup de tonnerre. L'assassinat de Kabila. Abattu le 16 janvier 2001, mort le lendemain, le 17 janvier. 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Lumumba. Comme lui, il avait trop d'ennemis. Mais le plus extraordinaire, c'est le dénouement politique de l'assassinat. L'entourage de Kabila père désigne tout bonnement Kabila fils pour lui succéder. Après Kabila I, Kabila II. Ceux qui ont tué le premier semblent parfaitement s'accommoder du second. L'intronisation de Joseph Kabila se fait en quelques jours, comme une formalité. Au Congo, plus rien n'étonne désormais. L'histoire n'est plus à une surprise près. Pourquoi Joseph Kabila? Pourquoi ce néophyte, ce jeune homme sans bagage politique? C'est peut-être la réponse à la question. Parce qu'il ne pèse pas bien lourd et qu'il appartient à la génération qui m'a suivi. Joseph Kabila est le premier dirigeant congolais à n'avoir pas connu le Congo belge, à n'avoir pas vécu dans sa chair l'humiliation coloniale. Peut-être est-il différent de nous. Peut-être. Mais je n'y crois pas trop. L'histoire a la vie dure. Quand je regarde ces 50 ans d'indépendance, je vois beaucoup d'agitation, beaucoup d'erreurs et d'échecs. Mais je vois aussi la résistance, le refus de la fatalité, la construction d'une identité. Pour les Belges, nous n'étions qu'une vaste mosaïque de langues, de tribus, de régions disparates. Et c'était vrai. Et c'est de cela que nous avons fait une nation. C'est ma seule fierté. Le peuple congolais regorge d'énergie, de rêves et d'espoir. Mon peuple est la chance du Congo. Il fait battre le cœur de ma belle nation. Le Congo vit. Il vivra éternellement. Exemple que la notion de transition démographique est une notion sur laquelle, pour l'instant, on est en questionnement
est-ce que la transition démographique va se développer en Afrique et donc limiter finalement l'explosion démographique africaine, ou est-ce que au contraire l'inertie, la période d'inertie démographique va continuer à se prolonger et à amener à une explosion africaine peut-être encore un peu plus grande que celle qui était prévue. C'est ce qui a fait d'ailleurs, c'est l'hypothèse des Nations Unies. Dans la première hypothèse des Nations Unies, la population mondiale était moins importante que dans la deuxième hypothèse et la population africaine était moins importante que la deuxième hypothèse. Donc vous voyez bien que l'idée comme quoi il y aurait une explosion démographique linéaire est une idée qui ne tient pas la route. Il y aura probablement une série de sauts. Maintenant, quelle sera la force de ces sauts? On ne peut pas le savoir. Vous avez évoqué la question de la démographie africaine et vous l'avez comparé au problème démographique asiatique. Quelles sont les différences entre ces deux grands continents? Eh bien, l'Asie a intégré depuis 3000 ans ou 4000 ans sa démographie et a développé des systèmes économiques et politiques qui tiennent compte de cette réalité, tandis que l'Afrique est traumatisée par ce qu'elle est passée en l'espace d'un siècle, d'un monde de basse pression démographique à un monde de surpression démographique. Donc sans le recul millénaire qu'a eu l'Asie. Donc ce traumatisme explique en grande partie les problèmes que nous avons aujourd'hui. Car en plus de poser des problèmes économiques, des problèmes environnementaux et autres, cette surpopulation pose des problèmes d'ordre philosophique et culturel. Vous avez évoqué un plan Borloo et l'initiative de Schneider Electric. En quoi ces initiatives privées peuvent, selon vous, être profitables à l'Afrique ? Dans la mesure, comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où les fonds qui seront distribués seront contrôlés non pas seulement au niveau des gouvernants, mais à tous les niveaux administratifs, je dirais même jusqu'à l'école qui est en train de se construire ou à l'hôpital qui est en train de s'améliorer. Ce sont des initiatives qu'on doit saluer parce qu'ils vont ramasser des fonds pour les distribuer. Seulement si ces fonds ne sont pas contrôlés comme c'est fait depuis 60 ans, le résultat sera le même. Et en quoi ce serait mieux contrôlé avec des initiatives privées par rapport à des initiatives d'organisations internationales ? C'est une bonne question et ça m'oblige à dire que les entreprises privées sont peut-être plus consciencieuses que les entreprises administratives fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, on en a besoin. J'ai évoqué tout à l'heure les milliers de fonctionnaires de l'ONU qui se vautrent dans des bureaux à Washington ou ailleurs. Ces gens-là auraient une efficacité beaucoup plus grande s'ils étaient affectés sur le terrain, au niveau des entreprises et au niveau des récipiendaires de l'argent. Et je pense que les privés sont plus imbriqués parce que l'entreprise internationale, les organismes officiels recueillent de l'argent par dons, par distribution des États, mais ce sont presque des impôts qui sont collectés, alors que l'entreprise privée doit, elle, se battre. Et elle vivra par l'exécution et la réalisation de ce qu'elle aura fait sur le terrain. Un aspect sanitaire de la question africaine, est-ce que vous pouvez résumer votre propos en quelques mots ? En fait, je suis intervenu sur tous les scandales liés aux maladies et aux épidémies dont on parle beaucoup en Afrique. Et j'ai découvert, en étudiant la question, qu'il y avait une corruption, non seulement la corruption, mais de l'incompétence, de la gabegie dans tout ce qui tournait autour des maladies qui font des millions de victimes par an, mais dont tout l'argent est utilisé par les grandes organisations qui sont en place, non pas pour se mettre forcément des enveloppes dans les poches, mais parce qu'ils vivent sur ils vivent sur la bête, ils vivent sur les dons, ils vivent sur tout l'argent qui est déversé en Afrique en organisant des colloques, des conférences, en ayant des employés, des bureaux, et leur efficacité est quasiment nulle. La seule efficacité pour lutter pour faire vraiment du travail efficace contre les maladies et les problèmes sanitaires en Afrique, généralement viennent des fonds privés. J'ai cité dans ma conférence le fonds privé de Bill Gates sur le paludisme, mais il y a d'autres fonds privés, mais c'était les plus efficaces. Et toutes ces grandes structures type UNICEF, OMS, Organisation mondiale de la santé et autres se greffent sur ces initiatives privées, participent symboliquement, un petit peu, pas financièrement ou autre, mais comme elles ont une renommée forcément mondiale et importante, on ne peut pas leur dire non. Et ensuite, les actions réelles qui sont
sont faites sur le terrain, elles les récupèrent pour leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. On peut dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement ? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que cela ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, mais finalement, le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse et c'est nous. His language, only Ukrainians, that's all. That if you are black, you should walk. I'm currently in Debrecen, Hungary. I got in like 10 a.m. today. Today is the 28th of February. It wasn't easy. On Friday at 8 a.m., I was on my way to Poland. I took a commercial taxi and the taxi couldn't stay on the line of cars because literally cars had been there for 2 days. And when we dropped, on the Google map, it was saying a 1 hour walk. And I was like, a 1 hour walk is nothing, you know, if it's getting us there on time. And we walked and it kept increasing. The term walking is traumatizing me. The term walking, I walked for 12 good hours, and it's not an exaggeration. The traffic warden saw me and said I should go to a shelter to sleep, and I slept, and he said the next day that there is a bus going from that shelter straight to the Polish border. And when it was time to get on this bus, the Ukrainians said, just Ukrainians, literally as a black person. I even lied that I was pregnant. They didn't care. I was begging. The official literally looked me in my eye and said in his language, only Ukrainians, that's all. That if you are black, you should walk. And that was an additional 8 hours from where we were. By car, it was like 30 minutes. So we had to walk additional 8 hours. The problem isn't at the Polish border. It is at the Ukrainian border. Because you have to stamp out at the Ukrainian border to get on the Polish side. And the Ukrainians are only prioritizing their citizens. They don't care. They will push you. They will beat you. If you can make it, you make it. If you don't, you don't. Like, I took a nap and I still felt like I was still walking. Like, I hadn't crossed over. It's not fair. Like, we're just begging to go. I literally had to go back to my city after that experience, re-strategize, and took a train to Hungary. It wasn't even easy getting to Hungary. We had to pay. Those that didn't have money to pay, what would they do?
I couldn't help anybody because I was fighting for my life. It is a traumatizing experience and I don't know where I'm going from now. I literally have to re-strategize in Hungary, try to get my ticket back to Nigeria because it's not safe. This place is not, if your skin is dark, you're at a disadvantage. On est en Afrique, mais tous les pays du Nord, la bande, ils sont tous blanches. Et quand il y a des Noirs là-bas, vous voyez quel traitement on leur réserve. Vous avez vu tout récemment, je ne sais pas si c'est en Algérie ou bien en Éthiopie. En Tunisie. C'est plutôt en Tunisie. Vous avez vu tout récemment ce qu'ils ont fait aux Noirs qui étaient là-bas. Donc, بصفة غير قانونية في تونس. هناك دولة في محاكمة من قبل هؤلاء الذين جاءوا بصفة غير شرعية. We are dying, no water, no food. We have been sleeping here. Look at where we are sleeping. Snake all over. So we had 2 years baby, a baby boy. Up to now, for getting to 3 weeks now, we've been here. I've not seen my child. So I don't know what's happening. They just brought us here. We don't have home. We don't have any money. Even the phone we have, they took it for us. We need help. We need help, please. We need help. We need. Dorénavant dirigé par des vrais patriotes, des vrais panafricanistes, des vrais Africains. Vous savez, il y a une information qui a été occultée. Il y a un plan savamment orchestré par les Occidentaux pour remplacer les populations africaines par une race blanche. Quand on le dit, attendez, je vais démontrer, c'est pas de la théorie complotiste. Si vous prenez dans l'histoire, vous allez voir que au début, l'Amérique, par exemple, était occupée par des Noirs et des Amérindiens, des Indiens d'Amérique. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, c'est les Blancs qui occupent totalement les États-Unis d'Amérique. Pas seulement, même jusqu'aux Amériques du Sud. Quand vous arrivez en Australie, c'est le même scénario. Vous savez, l'apartheid, les gens pensaient que c'était juste un instrument qui travaillait juste pour implanter une race blanche en Afrique du Sud et prendre le contrôle de ce pays. Mais le système utilisé, c'est exactement le même système qui est utilisé aux États-Unis, à savoir reléguer les Noirs dans des camps et les repousser petit à petit de manière à reconquérir tout le pays et l'occuper uniquement par les Blancs. Quand vous prenez, par exemple, ça ne vous a jamais rien dit de voir que au nord de l'Afrique, tous les pays du nord de l'Afrique sont occupés par une race blanche. Vous prenez l'Égypte ancienne, et ça, notre doyen Omotunde l'a toujours démontré, que l'Égypte était occupée par des Noirs, des vrais Noirs, jusqu'à très récemment. Maintenant, ceux qui sont arrivés, ils ont fait quoi? Ils ont éliminé la race noire, les Noirs qui étaient là-bas. Même l'Éthiopie a été colonisée et la race a été, les Noirs ont été remplacés par des Blancs. Aujourd'hui, vous allez dans ces pays, vous allez voir les autochtones, mais ils sont relégués très loin dans des villages reculés qui ne sont pas et qui ne participent pas au développement ni à la gestion du pays. Je continue. Vous parlez, ce sont les Occidentaux plutôt qui se plaignent de ça. Parce que vous voyez les populations de la France, de l'Italie, etc. C'est beaucoup de mélange avec les populations noires aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais dans leur plan, j'en viens. Prenons le cas de la Mauritanie aujourd'hui. La Mauritanie, c'est un pays à 80% noir, mais dirigé par des Blancs. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont voulu faire tout récemment? Ils ont voulu importer des Palestiniens là-bas. Quel est le plan? C'est de blanchir toujours la population. Maintenant au Sahel, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe réellement, c'est que les Occidentaux veulent implanter un pays arabe. Vous savez, le fait d'avoir placé Bazoum à la tête du Niger, c'était pas anodin.
Bazoum, c'est un arabe. Et donc, le plan, c'est de laisser les Arabes occuper le nord. Et petit à petit, occuper le pays. Contre les Arabes, ils ont le droit de s'installer où ils veulent également. Mais la question centrale qu'il faudrait se poser, je vous ai renvoyé, la même théorie de remplacement, ça existe chez les Blancs, ils s'en plaignent, les Occidentaux. Mais ils se plaignent de quoi? Les Noirs qui sont... Comme Éric Zemmour et les autres nationalistes dans les différents pays, mais... Tu connais mon opinion sur Éric Zemmour. Son nom même pose problème. Au lieu de chercher solution à son nom, on dirait qu'il veut aggraver le problème que son nom pose. Voilà. Éric Zemmour. Quel Français s'appelle Zemmour et Éric? Donc, le problème du remplacement, tel qu'il le dit, il est réel. Parce que moi, je le dis, il y a des théories complotistes. Non. Mais pourquoi c'est aux Touaregs que les Français ont promis la Zawad? Pourquoi c'est aux Touaregs? Parce qu'ils ne sont pas noirs comme nous. Tu crois que la Zawad blanc avec les Touaregs, quelle chance le Mali a d'ici 20, 30, 50 ans d'être encore un pays noir? Possible. Tu dis on n'a rien contre les Arabes, on dit que Bazoum est arabe. Mais toi, essaye d'être président en Syrie, au Yémen. Pourquoi pas? Va être président au Yémen, toi noir. Ou en Syrie. Et pourquoi aller si loin? En Mauritanie. C'est sur notre territoire. Donc il y a des faits. Vous faites preuve d'une fausse pudeur et vous faites comme vous ne voyez pas ces faits. Voilà. Mais la race noire est destinée à être éteinte. Peut-être ce n'est pas dans 20 ans, non? Dans 100 ans, dans 200 ans, un jour on se souviendra que bon, il y a la ville de Lomé, qui avait des Noirs. Ah bon, il y avait des Noirs à Lomé? Oui, 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 il y en avait. Ils étaient la majorité. Ils sont aujourd'hui, ben, ils sont plus là. Mais quelle menace représentent les Noirs pour qu'on veille, pour qu'on échafaude un plan pour les éliminer? Les Noirs ne représentent aucune menace. Parce que s'ils étaient une menace, il ne viendrait en tête à personne de vouloir les dégommer. Mais on trouve quand même que ça fait un peu bizarre qu'un homme normal ait la peau noire. C'est tout. Bon, moi je dirais tout simplement que cette théorie, comme je l'ai déjà dit, ça a commencé depuis très longtemps. Et beaucoup le savent. Ceux qui sont surtout dans les sectes ésotériques, ils le savent. Parce que c'est de là que vient même l'ordre de ce remplacement. Beaucoup de savants ont déjà démontré par A plus B que l'Europe même était occupée par des Noirs. La race originale, le berceau de l'humanité, là où l'homme a vu la naissance, c'est l'Afrique. Et la couleur de ce monsieur, c'était noir. Tout l'Occident était occupé par des Noirs. Et eux-mêmes, dans leur théorie de l'évolution, ils l'ont dit, ils appelaient l'homme noir qui est venu d'Afrique l'homme moderne, qui est venu leur apprendre comment on fabrique les outils, alors qu'il n'existait pas. La race blanche est venue tardivement, mais dans leur mission de gérer tout le monde, ils ont orchestré des plans. Et c'est ce plan-là qui sous-tend tout. Quand ils sont en train de dire, oui, on va vous aider, on va vous donner tel million, il y a des contrats en contrepartie. Aujourd'hui, nos pays même, quand on parle de l'extinction de la race, moi les gens crient. Quand vous voyez dans les conférences internationales des messieurs comme Sarkozy ou Hollande ou Macron qui crient à tue-tête que l'Afrique est surpeuplée et qu'il faut faire tout pour ralentir la population africaine. Moi, ça me donne des urticaires. Je me dis, mais comment un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec seulement 1,2 milliard, on peut le qualifier de surpeuplé? C'est des aberrations. Et c'est de là où est venu beaucoup de théories où on avait commencé même pas à faire des injections à nos filles dans nos écoles entre-temps pour les stériliser. Et ça a créé des crises. Vous allez voir des filles qui tombaient en transe, qui faisaient des trucs, c'était devenu un scandale, c'est ça qui a fait qu'ils ont arrêté. Il y a les moustiques génétiquement modifiés qui ont été lâchés tout récemment pour pouvoir détruire soi-disant le paludisme. Mais quand on a analysé ces moustiques, on a retrouvé quoi? Des germes, des gènes qui devraient contribuer à la stérilisation de la femme. Tout ça
c'est des choses réelles. Donc quand on parle de la théorie du complot, moi je ne m'aligne pas dans ça, parce que c'est des choses réelles. Et quand vous voulez aller droit dans le sujet, pour vous mettre à l'écart, on vous dit que c'est de la théorie du complot. Mais dans le réel, c'est ça. Vous allez voir que, je l'ai déjà dit, on est en Afrique, mais tous les pays du Nord, la bande, ils sont tous blanches. Et quand il y a des Noirs là-bas, vous voyez quel traitement on leur réserve. Vous avez vu tout récemment, je ne sais pas si c'est en Algérie ou bien en Éthiopie. En Tunisie. C'est plutôt en Tunisie. Vous avez vu tout récemment ce qu'ils ont fait aux Noirs qui étaient là-bas. Donc, le problème même du Sahel, c'est un problème de remplacement de la race noire. Je le dis, je le répète, pour que nos présidents qui soutiennent toujours l'Occident puissent se réveiller finalement et savoir que ce n'est pas une guerre juste contre le Mali, ni contre le Niger, ni contre le Burkina, mais plutôt contre toute la race noire. Ils doivent s'aligner, se donner la main, se donner le coude, se souder et faire bloc ensemble pour pouvoir repousser l'ennemi. Sans quoi, bientôt même le nord du Togo sera peut-être occupé par des Arabes. Qui le sait. En tout cas, c'est une hypothèse.